Vaste est la prison, première partie. Il finit tout le whisky. Il se dressa, il frappa. La large baie béante derrière nous. Était-ce lui, auparavant? Je ne sais. Qui l'ouvrit. Introduisait comme l'imminence d'un dangereux courant d'air qui, pensais-je, allait risquer de me précipiter pour rien dans le puits de ces 10 étages. Il frappa, et je ne pouvais me réfugier vers le fond, comme si la baie ouverte faisait immédiatement appel. De ses bras d'homme grand et athlétique, il me saisirait aveuglement. Il me lancerait pour que j'explose au dehors. Il frappa, et je glissai au sol, une prudence extraordinairement affûtée veillant en moi pour mesurer le risque moindre. Il insulta auparavant. Il frappa. Ensuite, protéger mes yeux, car sa folie se révélait étrange. Il prétendait m'aveugler. Vaste est la prison. Deuxième partie. Tandis que le secret se dévoile, femmes et hommes, depuis l'oasis de Siwa, en Égypte, jusqu'à l'Atlantique, et même au-delà jusqu'aux îles Canaries, combien sont-ils encore, combien sommes-nous encore, toutes et tous à chanter, à pleurer, à ululer, mais aussi à aimer, installés plutôt dans l'impossibilité d'aimer. Oui, combien sommes-nous, bien qu'héritiers du Bey Ahmed, des Touaregs du siècle dernier, et des édiles bilingues de Douga, à nous sentir exilés de leur première écriture. Vaste est la prison. Troisième partie. Fugitive donc, et ne le sachant pas, car, de trop le savoir, je me tairais et l'encre de mon écriture trop vite sécherait. Ce regard artificiel qu'ils t'ont laissé, plus petit, 100 000 fois plus restreint que celui qu'Allah t'a donné à la naissance, cette fente étrange que les touristes photographiaient parce qu'ils trouvent pittoresque ce petit triangle noir à la place d'un œil, ce regard miniature devient ma caméra à moi, dorénavant. Nous toutes, du monde des femmes de l'ombre, renversant la démarche, nous enfin qui regardons, nous qui commençons. Au départ, il s'agirait de savoir obtenir du silence, donner envie d'entrer dans l'espace comme le font des mimes, mains en avant, corps flottant lentement et résistant imperceptiblement. Oui, décidément, je me le répète, quand fera-t-on du cinéma avec des aveugles ou des hommes ayant été aveuglés? Puis je souris, puis je retrouve espoir, pour le siècle prochain, pour la décennie suivante, lorsque de tous les harems, de multiples femmes aux yeux ayant été trop à l'étroit, à l'ombre des murs, s'envoleront dans l'azur, désireront se fondre dans la lumière reconquise. Le livre d'Assia Djebar est un vaste projet, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. C'est à la fois une autofiction, voire autobiographie, une histoire de l'Algérie, un documentaire historique sur les traces berbères laissées au nord du continent africain, sur l'histoire en général. C'est aussi un roman, c'est aussi un film. Il y a 3 parties dans ce roman. La première partie se concentre sur l'histoire d'amour d'une femme. La première partie se concentre sur l'histoire d'une femme qui est mariée et qui tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas son mari. C'est peut-être la partie la plus légère en apparence, ou du moins celle qui est écrite avec le plus de légèreté. On retrouve une femme un peu coincée entre une sorte de bovarisme, des relents de princesse de Clèves et oui, un peu un roman de gare, presque. Sauf que je pense que ça serait réducteur de n'y voir que ça, puisque les premiers mots en fait du chapitre, de la partie, parce qu'il y a 3 parties, les premiers mots de la partie sonnent en fait comme une prophétie qui nous annonce déjà la tragédie à venir, c'est-à-dire celle d'une femme incapable d'aimer son mari. Puisque les premiers mots, et d'ailleurs c'est un mot en arabe, qu'on a pour décrire le mari, c'est l'adou. L'adou voulant dire l'ennemi. C'est la fille jeune qui va au hammam avec sa mère. Elle entend que les femmes, entre elles, parlent de leur mari en employant le mot ennemi. Comment peut-on alors imaginer que cette petite fille, et plus tard,
un mariage heureux. On a cette prophétie dès le début. Ensuite, on change de décor, on change d'outils de fiction, et on rentre dans la deuxième partie, qui est une partie plutôt historique, documentaire. Assia Djebar a fait énormément de recherches sur les traces des populations primitives indigènes de l'Afrique du Nord, sachant que l'Afrique du Nord a été traversée par je ne sais combien de flux migratoires et a été conquise à maintes reprises. Elle essaye de retrouver en fait par la langue, par la recherche de la langue, la recherche retrouver les racines de son peuple. Je n'en dirai pas plus parce que cette partie se construit un peu aussi comme une enquête, avec quelque chose qu'on essaye de découvrir au bout. Ensuite, la troisième partie, c'est la plus hétérogène. C'est la plus hétérogène. On dirait, elle se construit avec différentes strates. Donc, chaque chapitre, on a plusieurs voix qui s'entrelacent. C'est la partie qui est la plus duracienne, j'ai l'impression. Je ne sais pas d'ailleurs ce que Assia Djebar pensait de Duras. Je pense qu'elle l'admirait. Je serais étonnée du contraire. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait penser à Duras dans cette partie, cette manière de distancer, de mettre de la distance entre elle et le personnage féminin dont elle parle, dont on sait très bien qu'il découle de sa propre vie, mais elle ne le dit pas clairement. Et dans cette partie-là, on a du coup... Et puis ça m'a fait penser aussi à Duras, parce que... parce qu'elle parle aussi de la réalisation de ses films, et en fait elle l'intègre dans l'écriture de son roman, l'écriture de son film. C'est donc une partie qui est très épaisse et où on peut se perdre assez facilement. C'était quand même la plus difficile à lire. Je pense que pour pouvoir lire Vaste est la prison, il faut garder en tête le thème du regard. Le regard est important déjà parce que s'il y a amour, c'est qu'il y a eu échange de regards, c'est qu'il y a eu vision. Et puis tout au long du roman, vraiment, il y a beaucoup de regards, beaucoup de regards qui suivent, qui espionnent, qui harcèlent. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est quand même une thématique très importante. D'autant que le dispositif du regard, c'est aussi c'est aussi le regard de la réalisatrice, c'est le regard de la caméra. Donc c'est aussi ça qui est vraiment intéressant dans la thématique du regard. Et d'ailleurs, ça se termine par ça. Ça se termine par le dévoilement du regard, par l'idée que les femmes doivent voir, doivent avoir le droit de voir et de parler, de témoigner au sujet de ce qu'elles voient, de ce qu'elles peuvent regarder maintenant qu'elles ne sont plus cachées dans des harems ou cachées derrière des volets fermés ou des rideaux tirés. On retrouve vraiment à plein de reprises l'idée des yeux qui sont ouverts ou fermés, qui sont aveuglés. D'ailleurs, le passage que j'ai lu de la première partie parle de ça. Son mari, qui a peur qu'elle le trompe, la frappe, alors qu'elle n'a pas trompé, hein. La frappe et il veut l'aveugler, il veut lui faire perdre la vue, c'est-à-dire l'enfermer, interdire d'avoir cet accès à l'extérieur, à la lumière de l'extérieur. C'est aussi bien sûr l'aveuglement, ça fait penser en littérature à l'aveuglement d'Oedipe, une fois qu'il a compris qu'il était incestueux. C'est la punition suprême. Et contre cet aveuglement forcé des femmes, parce que quand on rend les femmes invisibles au dehors, on leur neutralise le dehors. Elles sont neutralisées, mais du coup l'espace extérieur leur est neutralisé aussi, il leur est interdit, du coup elles ne le voient pas. Et je pense, et j'ai l'impression dans cette œuvre, dans ce roman,
Kassia Djebar a vraiment gardé en tête ça, cette envie d'ouvrir les yeux et d'avoir le droit de tout regarder et de raconter ce qu'elle voit. Et c'est pour ça qu'elle laisse une place aussi importante à la réalisation à la mise en scène des différentes scènes justement de son film, différents tableaux de son film dans la troisième partie. Ce qui est aussi important dans ce livre et la raison pour laquelle j'en parle dans ce cycle algérien, c'est parce qu'il fait écho à la première œuvre dont on a parlé dans la première vidéo de Une langue des territoires, c'est-à-dire Nedjma de Kateb Yassine. Ces deux livres, Nedjma et Le Vaste et la prison, pour moi, ont des similitudes. Je m'explique. La première, déjà, parce qu'elles sont toutes les deux écrites à des périodes charnières de l'Algérie, de l'histoire algérienne. Nedjma, on l'a vu, 1956, en plein dans la guerre d'indépendance, c'est la fin d'une ère, c'est la fin du colonialisme, et ça va être bientôt, on prépare le début de l'indépendance. Vaste et la prison a été écrit en 2002. 2002 d'ailleurs, c'est les 40 ans de l'indépendance, mais c'est surtout la fin, le début de la fin de ce qu'on aura appelé funestement la décennie noire, c'est-à-dire le terrorisme, cette période où le terrorisme tuait, bombardait, égorgeait tous les jours en Algérie, ce qui explique la situation aussi actuelle en Algérie. Il ne faut pas oublier que ça fait une quinzaine d'années qu'on en est sorti. C'est un peuple qui est encore traumatisé, qui est toujours traumatisé. C'est ce qui a fait que j'ai quitté l'Algérie. On a été beaucoup à quitter notre terre, à contre-cœur, alors, et à porter avec nous aussi parfois cette honte de l'avoir quitté à ce moment-là. Ça, Tiffaine Samoyo en parle très bien, la honte, dans Bête de cirque. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Pour revenir au sujet de la langue, et pour revenir du coup à la comparaison entre Nedjma et Vaste et la prison, la deuxième chose que je veux mettre en avant, c'est la composition de ces deux œuvres. Ce sont deux œuvres labyrinthiques. Dans Nedjma, nous avions vu que c'était morcelé, qu'il y a une quête de cette fille Nedjma qui symbolise l'Algérie, qui symbolise l'identité algérienne qui est plurielle, bigarrée, etc. On a ces quatre hommes qui sont à sa recherche. On change très souvent de point de vue, donc ça peut perdre. Et puis, par sa composition générique, parce que Nedjma de Kateb Yassine, c'est un roman, mais il y a des pages de poèmes. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait. Prémisse de fraîcheur, cécité parcourue d'ocre et de bleu outre-mer clapotant, qui endort le voyageur debout face au défilé métallique et grouillant de l'avant-port. La voie fait coude vers la mer, longe la Sébouse à son embouchure, coupe la route fusant en jets de pavés scintillants, grain par grain, dans le terne avenir de la ville décomposée en île architecturale, en oubliettes de cristal, en minarets d'acier repliés au cœur des navires, en wagonnets chargés de phosphates et d'engrais, en vitrines royales reflétant les costumes irréalisables de quelques siècles futurs, en squares sévères dont semblent absents les hommes, les faiseurs de routes et de trains, entrevus de très loin dans la tranquille rapidité du convoi, derrière les moteurs maîtres de la route augmentant leur vitesse d'un poids humain sinistrement abdiqué, à la merci d'une rencontre machinale avec la mort, flèches ronflantes succédant aux flancs du convoi, suggérant l'une après l'autre un horaire de plus en plus serré, rapprochant pour le voyage du rat et l'heure de la ville exigeante et nue, qui laisse tout mouvement se briser en elle, comme à ses pieds s'amadoue la mer, complique ses nœuds de voie jusqu'au débarcadère, où aboutit parallèlement toute la convergence des rails issus du sud et de l'ouest, et déjà l'express Constantine-Beaune a le sursaut du centaure, le sanglot de la sirène, la grâce poussive de la machine à bout d'énergie, rampant et se tordant aux genoux de la cité toujours fuyante en sa lasciveté, tardant à se pâmer, prise aux cheveux et confondue dans l'ascension solaire, pour accueillir de haut ces effusions de locomotives. Les wagons lâches des passagers, autant de bestioles indécises, vite rendues à leur qui-vive somnolent. Nul ne lève la tête devant le dieu des païens, parvenu à son quotidien pouvoir. Midi. Réflexion d'Africain en pleine de son ombre, inapprochable nudité de continents mangeurs d'empire, pleine gorgée de vin et de tabac. Midi endort autant qu'un temple submerge le voyageur. Midi.
ajoute l'horloge en sa rondeur sacerdotale et l'heure semble ralentie avec la machine sous la ventilation des palmes et le train vide perd ses charmes, tyran abandonné. Le 15 septembre 1945, la gare de Beaune est assiégée comme chaque jour. Les grandes portes vitrées attirent nombre de badauds, de chômeurs, de chauffeurs de taxi, de cochers dégringolés de leurs calèches dont les grelots impatients produisent une impression de désœuvrement. Trépignement de chevaux et d'hommes inoccupés. Aussitôt descendu, le voyageur est entouré de porteurs qu'il n'entend ni ne repousse. Le voyageur est surexcité. Sur sa tignasse fumante et dure, le soleil soulève une colonne de poussière. À elle seule, pareille toison qui n'a pas été peignée de longtemps, a de quoi irriter. Sous les boucles, les sourcils en accent circonflexe sont quelque chose de cabotin. Des lignes profondes, parallèles, ainsi que des rails intérieurs absorbés dans un séisme, se dessinent sur le front haut et large dont la blancheur boit les rides, comme un palimpseste boit les signes anciens. Le reste du visage apparaît mal, car le voyageur baisse la tête emporté par la foule, puis se laisse distancer, bien qu'il n'ait pour tout bagage qu'un cahier d'écolier roulé autour d'un couteau à cran d'arrêt. Des observateurs ont déjà vu que le jeune homme, en sautant du wagon, a fait tomber sur le quai ce couteau d'une taille intolérable pour la loi, a rapidement ramassé l'arme prohibée, puis, dans sa confusion, l'a entourée de son cahier au lieu de la remettre en poche. Voilà, c'était une seule phrase. Du coup, on voit qu'il y a ce mélange des genres et cet appétit, cette envie de vouloir tout dire, de vouloir tout rassembler. Et c'est ce qu'on a aussi chez Assia Dupar. Il y a un mélange des genres et il y a cette volonté de vouloir tout dire. Le projet est vaste, le projet est large. Et c'est cette urgence à écrire, cette urgence à vouloir chercher qui on est, à vouloir retrouver son identité et retrouver son identité dans la langue de l'autre, se retrouver soi-même en l'autre. Eux ont choisi le français pour s'exprimer, ont choisi le français comme langue de l'intimité, de l'écriture. Et pour nous, lecteurs français, on entend du coup notre langue, notre langue, comme étrangère. Elle sonne différemment. Ce n'est pas la langue qu'on entend dans la vie de tous les jours. La francophonie, tout comme la traduction, à mon sens, permet de faire vivre le français, permet de renouveler sans cesse ce geste de l'écriture qui est de faire vivre la langue, de la faire renaître à chaque fois. Alors, j'ai beaucoup parlé de la langue française dans l'œuvre de Kateb Yassine et puis même dans les œuvres francophones qu'on a vues, et puis là dans l'œuvre de Assia Dupar. Mais je voulais aussi là parler du coup de la langue arabe. Pour Kateb Yassine, j'avais dit que on retrouvait parfois de la poésie qui passe à la fois, il y a une sorte de va-et-vient entre la langue arabe et la langue française. Dans Nejma, il y a beaucoup de lieux, de prénoms, de noms propres arabes. J'avais dit aussi par exemple que chez Yasmina Khadra, on a parfois des expressions qui ne se disent pas en français et dont on a l'impression qu'elles sont directement traduites littéralement de l'arabe ou d'une autre langue en tout cas. Et chez Assia Dupar, c'est plutôt la disparition de l'arabe. Il y a déjà beaucoup de... Il y a quelque chose... Alors déjà, quelque chose qui est assez paradoxal. C'est un roman qui est assez long et pourtant il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de non-dits. Les prénoms ne sont pas dits. Dans la première partie, on a juste le prénom de celui qu'elle aime. Et les mots en arabe sont inexistants. On a simplement un mot au tout début, c'est l'ado, donc comme j'ai dit, qui signifie l'ennemi. Mais le mot l'aimer, il est dit en français, mais il n'est pas dit en arabe. À un moment, elle dit qu'elle aurait voulu l'appeler mon chéri, comme dans le dialecte du village de sa mère, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne nous transcrit pas le mot en fait, elle le laisse. Et c'est pareil, elle parle très souvent de Césarée. Moi, bien sûr, pas que moi d'ailleurs, ça nous fait penser à Racine. Je demeurai longtemps errant dans Césarée, c'est Bérénice, c'est aussi ce que reprend le personnage d'Aurélien dans Aragon. Et Césarée, c'est Cherchel, c'est la ville de Cherchel en Algérie, donc de là où vient sa grand-mère et la mienne d'ailleurs. Il y a aussi le prénom d'une Française que son amour, son aimé comme elle l'appelle, a aimé auparavant.
d'ailleurs qui s'appelle Geneviève. Et du coup, c'est assez... voilà, il y a beaucoup de pudeur, je pense. Peut-être de la pudeur, peut-être du non-dit. Voilà, il y a quelque chose qui relève du secret, quelque chose peut-être qui relève un peu de la tradition, qui est que on ne nomme pas les choses sacrées, qu'on ne nomme pas... voilà, qu'on ne nomme pas les choses sacrées, qu'on ne nomme pas les choses qui nous dépassent. Lorsqu'Assia Dubab, dans son livre, à la fin, dans Vice et la prison, dit « Quand ferons-nous du cinéma avec des aveugles ?» Moi, j'entends son propre projet, c'est-à-dire faire de la littérature française avec des gens qui ne sont pas français. Faire de la littérature française en utilisant le français depuis l'ailleurs. Et pour nous, qui sommes à l'intérieur des frontières, c'est une façon de voir notre langue se sublimer et de la voir traverser ces frontières. Et je finirai sur cette idée qui est soulevée par Assia Dubab. Je veux la dire à la fin parce que pour moi, elle ouvre une piste de réflexion, mais que je pourrais peut-être développer plus tard, mais qui n'est pas directement liée à une langue des territoires. Elle dit à un moment, un de ses personnages, du coup peut-être elle, du coup son père est maître et instituteur de français, dans une classe, dans une école pour garçons, pour garçons arabes. Laisse la parole à son père. Et il y a une réflexion qui est intéressante à mon sens et qui lie la langue, la colonisation, le féminisme et les dérives de l'islamisme en Algérie, qui est le seul maître de la classe indigène pour garçons indigènes. Bien raide, moi aussi, et la tête hardie sous le fez. À mon admiration de jeune homme pour Atatürk, car bien sûr nous n'aurions pas été colonisés, c'est-à-dire chez nous sans être chez nous, eh bien ta mère aurait pu, comme les dames turques de l'ex-aristocratie, enlever le voile islamique, porter la jupe parisienne, peut-être même, puisque décidément je ne saurais jamais conduire un véhicule, elle saurait, elle, conduire la Citroën avec un allant de sportive, et elle mériterait dans ce cas une photographie. En Turquie, mais aussi à Damas et en Égypte, au Caire et à Alexandrie, les dames, premières musulmanes émancipées, auraient eu ici leurs émules. Mon père pensait alors à tant de ses amis médecins, instituteurs, avocats qui, comme lui, avaient rêvé 10 ou 15 ans trop tôt de dévoiler leurs épouses, de voyager avec elles. Or, nous vivions en pays colonisé. Stef, Tbessa, Guelma, ville d'orage, les milliers de morts, puis d'emprisonnés du 8 mai 1945, c'était 2 ou 3 ans auparavant. L'Algérie en lutte, grâce à Dieu, avait d'autres urgences. Peut-être même était-ce une chance que dans ces petites villes anciennes, les familles fussent ainsi recroquevillées et les citadines tremblantes mais préservées dans la chaleur des gynécées. Du coup, ici, ce qu'on comprend, c'est que la colonisation a empêché l'émancipation des femmes en Algérie. Elle a ralenti cette émancipation car ce n'était pas l'urgence. Et ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a eu même, après coup, une crispation identitaire, une sorte de recul en arrière qui ont fait que les femmes se sont retrouvées enfermées et que la colonisation, elle a peut-être enfermé les femmes. Voilà. Mais c'est peut-être pas si étonnant qu'à peine 30 ans après la colonisation, des femmes se soient retrouvées brûlées à l'acide ou interdites de sortir de chez elles. La vidéo était dédiée à Assia Dubab. J'ai reparlé de Khatib Yassine pour essayer de faire un peu une boucle, puisque j'avais commencé par parler de Khatib Yassine dans Une langue des territoires. Assia Dubab a été a été reçue à l'Académie française, donc elle a rejoint le rang des immortels en 2005 et elle nous a quittés 10 ans plus tard. C'est une des voix de référence quand on parle de littérature algérienne. Je voulais préciser ça pour montrer que non, la littérature francophone n'est pas toujours reléguée au second rang, mais en espérant juste qu'elle ne reste pas l'exception.